Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez tous très bien, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. Pour la vidéo du jour, on s'envole tout de suite en direction entre la frontière des États-Unis et du Mexique. Le cas que l'on va aborder aujourd'hui est assez intense, sachez-le, on va parler là de violences extrêmes, de démembrement, de sectes aussi, je sais que vous aviez hâte. Et j'en passe. Donc, je préfère vous prévenir, les petits cœurs sensibles aujourd'hui, peut-être abstenez-vous, on se retrouvera dans d'autres vidéos. Mais par contre, si vous avez l'estomac bien accroché, installez-vous confortablement car on va commencer. Mark James Kilroy voit le jour le 5 mars 1968 dans la ville de Chicago, dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis. Mark était un enfant extrêmement aimé et entouré, notamment par ses parents, Helen et Jim, qui étaient tous deux extrêmement fiers de lui et le soutenaient dans absolument tout ce qu'il entreprenait. Il avait aussi un grand frère, Keith, dont il était extrêmement proche. Peu après la naissance de Mark, la petite famille décidera d'aller s'installer au Texas. En grandissant, Mark deviendra un enfant extrêmement intelligent et doué dans presque tout ce qu'il entreprenait, et notamment à l'école, où il était très souvent le premier de sa classe. Il participait aussi à des activités extrascolaires telles que du baseball, du basketball, et il sera même boy scout. Une fois son diplôme en poche, il continuera ses études à l'université de Tarleton, située à Stephenville au Texas, où il obtiendra une bourse d'études en basketball. Après sa première année, il décidera que finalement cette carrière n'est pas faite pour lui et décidera de rejoindre l'université du Texas située à Austin où il entreprendra des études en médecine. Le 10 mars 1989, Mark et ses trois meilleurs amis décideront de se rendre au Mexique, ou en tout cas à la frontière du Mexique pour profiter du Spring Break. Le Spring Break se trouve être des vacances de généralement une semaine ou deux ayant lieu à la fin de l'hiver et au début du printemps. Et alors que la plupart des étudiants profitent de cette semaine de relâche pour étudier, certains se rendent dans un pays tropical pour s'amuser et surtout faire la fête. Les trois amis de Mark se nomment Bradley Moore, Bill Huddleston et Brent Martin. Les adolescents étaient amis depuis l'enfance, mais n'étudiaient pas dans la même université. Ils ne se voyaient donc pas aussi souvent qu'ils en avaient eu l'habitude dans le passé. Cette semaine de Spring Break était donc l'occasion pour eux de resserrer les liens qui les unissaient et aussi de se détendre des études avec de la bonne musique et surtout de l'alcool. Ils prennent donc la voiture ce fameux 10 mars 1989 pour descendre en direction du Texas et plus spécifiquement dans la station balnéaire de South Padre Island. Ils arriveront ce soir-là à l'hôtel Sheraton qu'ils avaient booké et passeront leur première journée à profiter du soleil et surtout de la piscine et de la plage privée qui se trouvait à l'arrière de leur hôtel. De nombreux événements et activités étaient organisés dans la région, tout spécialement pour le Spring Break, car à ce moment-là de l'année, c'était des centaines d'adolescents qui étaient attendus, tellement même que tous les hôtels du coin étaient complètement bookés. Ils passeront la soirée du 11 mars à aller de bar en bar et feront même la rencontre de plusieurs jeunes filles de leur âge. C'est le 12 mars, en fin d'après-midi, que les trois garçons décident de prendre la voiture pour s'aventurer au Mexique. Ils se rendent en direction de Calle Alvaro Obregón, que j'ai probablement très mal prononcé, et qui se trouve être une avenue très populaire avec de nombreux bars et restaurants. Sur le chemin, ils s'arrêtent pour manger un fast-food où ils font la rencontre d'un groupe de jeunes filles qui, elles aussi, étaient sur le point de se rendre au Mexique pour passer la soirée. Elles décident alors de suivre Mark et ses amis et tous reprendront la route ensemble. Le groupe se gare à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et traverse à pied le pont Gateway International qui relie la ville américaine de Brownsville à la ville mexicaine de Matamoros. Une fois sur place, ils décident de rester à Matamoros et entament une tournée des bars en commençant par un club portant le nom de Sgt Pepper où ils passeront une bonne partie de la soirée avant de quitter les lieux aux alentours de 4 heures du matin et de rejoindre leur hôtel. Le lendemain, ils profitent de se reposer à la piscine de l'hôtel et c'est aux alentours de 22h30 qu'ils prendront de nouveau la route pour Matamoros où ils rejoueront le scénario de la veille en se garant à la frontière et en traversant le pont à pied avant de rejoindre un bar de la ville mexicaine. Ce soir-là, contrairement à la veille, la ville était bondée de monde.
Tous les sprint breakers étaient arrivés et la saison touchait à son pic. Les rues étaient pleines à craquer, tellement même que pour pouvoir rentrer dans les bars, il fallait très souvent faire une longue file d'attente. Mais les garçons n'avaient pas de patience et n'étaient pas très sélectifs. Ils décideront donc de se rendre tout simplement au bar qui avait le moins d'attente possible. Le bar en question étant assez petit, les garçons se contenteront de seulement quelques verres sur place avant de rejoindre un autre bar qui portait le nom de London Pub et qui était beaucoup plus grand et jouait de la musique rock. Ils y restent alors un bon moment et c'est vers les alentours de 2 heures du matin qu'ils décident qu'il est temps pour eux de quitter les lieux, de retourner à la voiture pour rentrer à leur hôtel. Ils sortent alors tous les quatre et se retrouvent immédiatement perdus dans la foule de personnes qui envahissaient à ce moment-là toujours les rues. Les garçons essayaient tant bien que mal d'avancer, mais après quelques mètres, ils se rendirent compte que l'un d'entre eux était manquant. Mark ne se trouvait plus avec eux. Ce dernier se trouvait toujours proche de l'entrée du bar en train de discuter avec une jeune fille. Les trois garçons décidèrent donc de faire demi-tour pour aller rejoindre leur ami. Ils revinrent donc sur leurs pas et Bradley et Brent se rendirent dans un restaurant du coin pour se prendre à manger, tandis que Bill était allé aux toilettes. Bill avait précédemment demandé à Mark, qui était toujours occupé à parler avec la jeune fille, de l'attendre exactement au même endroit, et lorsqu'il aurait fini aux toilettes, il viendrait le chercher pour que tous les deux aillent rejoindre leur ami au restaurant. Bill revient donc à l'endroit exact où il avait laissé Mark 5 minutes plus tôt, et à sa grande surprise, ce dernier n'était plus là. En premier lieu, il ne s'inquiétera pas plus que ça. Il attendra quelques minutes supplémentaires, puis commencera à le chercher dans les bars et restaurants alentours. Ne trouvant toujours pas la moindre trace de son ami, il se dit que ce dernier avait très probablement décidé de marcher jusqu'au restaurant où se trouvaient les deux autres, et qu'il allait très probablement le retrouver là-bas. À son arrivée cependant, Bradley et Brent se trouvent bien sur place, mais n'ont absolument pas vu leur ami Mark. C'est à ce moment-là que l'inquiétude commence à monter. Il y avait de fortes chances que Mark ait tout simplement suivi la jeune fille avec qui il discutait, mais la ville était tellement bondée de monde qu'il ne pouvait pas ignorer d'autres possibilités un peu moins joyeuses. Mark n'était absolument pas le genre de personne à abandonner ses amis sans les prévenir auparavant, et encore moins dans une ville qu'il ne connaissait pas. Les trois garçons, alors très inquiets, commencèrent à fouiller la ville de fond en comble et à arrêter absolument tous les passants pour leur demander s'ils n'avaient pas vu leur ami. Mais malheureusement, Mark ne se trouvait nulle part et personne ne l'avait vu. C'est alors qu'ils prirent la décision de rentrer à l'hôtel, en se disant qu'il y avait de fortes chances que leur ami rentre de lui-même au petit matin et leur donne une bonne explication sur ce qu'il s'était passé la veille. Aux alentours de 11 heures le lendemain matin, Mark n'était toujours pas rentré, et c'est à ce moment-là que les trois garçons décidèrent de contacter la police. Autant vous dire qu'au début les officiers ne prenaient pas cette affaire très au sérieux. On s'entend qu'on parle là du spring break et d'un groupe de jeunes garçons venus pour faire la fête, s'amuser et rencontrer des filles. D'après eux, il y avait donc de fortes chances que Mark ait passé la nuit chez l'une des filles qu'il avait rencontrées la veille et qu'il reviendrait de lui-même dans quelques jours. Ils conseillèrent donc aux trois garçons de ne pas trop s'en faire et de laisser passer encore quelques jours. Mais face à l'inquiétude des trois garçons concernant leur ami, et suite à la description de Mark, qui était d'après eux un garçon exemplaire et n'était pas du tout le genre de personne à boire trop et disparaître, les policiers acceptèrent tout de même de mener l'enquête. Ils commencèrent par contacter tous les hôpitaux et toutes les stations de police de la région, au cas où Mark se serait blessé ou se serait fait arrêter dans la soirée, mais ça n'était pas le cas. Ils avaient du mal à aller plus loin dans leur enquête, car à ce moment-là, deux juridictions différentes sont impliquées. La police du Texas, qui se trouve être l'endroit où l'hôtel des trois garçons se trouve, et la police du Mexique, où Mark a disparu la veille. Les deux se rejettent l'affaire un certain moment avant que finalement une décision soit prise et que la police du Texas prenne en charge l'enquête. Les garçons furent bien évidemment questionnés sur les événements ayant eu lieu le soir de la disparition de Mark, mais mis à part le fait qu'il était en train de discuter avec une jeune fille la dernière fois qu'il l'avait vue, il ne se souvenait de rien de plus. Ils eurent à faire appel à un hypnotiseur pour que Bill se souvienne d'un détail très important qu'il avait complètement oublié. Il se souvient d'un homme d'origine hispanique aborder Mark et lui demander si ce dernier avait besoin d'être ramené jusqu'à chez lui, avant que Mark ne refuse cette proposition et engage la conversation avec la jeune fille. L'homme avait alors continué d'essayer d'engager la conversation en prétendant connaître Mark et se souvenir de lui, mais face à l'indifférence du garçon, avait fini par s'éloigner. Les policiers se mirent à penser qu'il avait peut-être été victime d'une agression, possiblement par un gang, en rapport à une transaction concernant de la drogue, mais ses amis comme sa famille ont pu affirmer que Mark n'avait aucun intérêt pour la drogue et n'en consommait pas.
Les parents de Mark avaient entre-temps pris l'avion et s'étaient rendus sur place pour pouvoir aider dans l'avancement de l'enquête et essayer de retrouver leur fils le plus vite possible. Le 18 mars, soit 6 jours après la disparition de Mark, ce ne seront pas moins de 80 officiers de police qui travailleront très activement sur l'affaire. Ils parcourront la ville, interrogeant tous les touristes et habitants du coin, et survoleront même la région à l'aide d'hélicoptères, mais malheureusement, malgré cela, ils rentraient tous les soirs sans la moindre information additionnelle. Ce seront de nombreuses personnes qui contacteront les autorités pour essayer de leur donner des pistes, mais malheureusement, aucune d'entre elles ne mena à quoi que ce soit non plus. Une femme, par exemple, affirma avoir vu Mark ce fameux soir en compagnie d'un dealer de drogue qu'elle connaissait très bien et demandera à la police 10 000 $ pour plus d'informations. Les policiers acceptèrent, mais seulement à la condition de la rencontrer elle ainsi que le fameux dealer, et seulement après avoir reçu leur déposition, elle recevrait l'argent. Les policiers se rendirent effectivement sur place avec un sac rempli des 10 000 $, mais à leur grande surprise, personne ne se présenta jamais et la femme avouera avoir menti juste dans le but de récupérer de l'argent. Les policiers reçurent énormément de fausses pistes et commençaient à croire qu'ils n'obtiendraient jamais le moindre indice. Du moins jusqu'au jour où la police reçut une lettre plutôt intéressante. Elle comportait plein de pentagrammes et de dessins étranges et ne contenait qu'une seule phrase écrite en espagnol. « Mark n'est pas le premier ». C'est tout ce que la lettre disait. Les officiers restèrent perplexes devant cela, mais très vite, l'idée d'une secte étant derrière tout ça leur vint. La lettre se trouvait être la seule et unique piste que les policiers avaient, mais malheureusement cette piste ne menait pas très loin. Les semaines passèrent sans que l'affaire n'avance, du moins jusqu'au moment où les policiers travaillant sur la disparition de Mark reçurent un coup de téléphone du département de police mexicain. Le concierge d'une maison où vivait un trafiquant de drogue qui venait de se faire arrêter venait de leur affirmer avoir vu Mark Kilroy et que c'était le propriétaire des lieux qui l'avait enlevé. Le propriétaire des lieux se nommait Séraphin Hernandez Garcia. Séraphin venait d'une grande lignée de trafiquants de drogue et comme le reste de sa famille, il passait ses journées à faire passer de la marijuana entre les États-Unis et le Mexique. Il avait précédemment déjà eu des problèmes avec la justice, mais jusqu'à là, il était capable de mener son petit trafic sans trop attirer l'attention sur lui. Du moins, jusqu'à ce qu'un jour, un très important contrôle des frontières soit réalisé. Ce jour-là, comme tous les autres, Séraphin transportait de la drogue dans son véhicule et prit la décision d'appuyer sur l'accélérateur au lieu de passer les contrôles obligatoires. Des agents de police se rendront bien évidemment compte de cela, mais au lieu de mettre la sirène d'alarme et de l'arrêter, ils décideront plutôt de le suivre discrètement. Après de longues minutes de filature, Séraphin se gare en face d'un ranch. Un peu plus bas sur la même route se trouvait un entrepôt qui avait l'air d'appartenir au propriétaire du ranch, ainsi qu'un petit cabanon à côté de cet entrepôt. Le concierge du logement, qui se nomme Domingo, remarqua la voiture des policiers et vint à leur rencontre. Les policiers ne se trouvaient pas à ce moment-là dans un véhicule de fonction, ce qui leur permit d'inventer un scénario et de prétendre être des personnes de la région s'étant perdues. Ils discutèrent avec Domingo durant moins de 2 minutes et quittèrent les lieux. Ils avaient néanmoins trouvé l'endroit extrêmement étrange et commençaient à se rendre compte de ce qu'il se passait sur place. Ils en vinrent à la conclusion que Séraphin n'était probablement pas seul dans ce business de trafic de drogue, mais qu'il avait peut-être derrière lui tout un réseau. Pour en être certains, les policiers s'étant rendus sur les lieux enverront une patrouille au domicile de Séraphin qui trouveront sur place plus de 30 kilos de marijuana et des armes obtenues en toute illégalité. Séraphin, son oncle Elio Hernandez ainsi que 2 autres hommes présents ce jour-là furent arrêtés et questionnés. Pendant ce temps, Domingo, le concierge, fut lui aussi interrogé, et autant vous dire qu'il avait des choses plutôt intéressantes à partager. Il affirma que quelques semaines avant l'arrestation de Séraphin, ce dernier était arrivé au ranch avec un jeune homme, un adolescent même, grand, blond et à la peau claire. Ce dernier était menotté et était placé à l'arrière du véhicule que Séraphin et 2 de ses hommes conduisaient. L'individu hurlait et tentait par tous les moyens de se détacher et de s'enfuir, mais Séraphin sortit du véhicule, ferma la porte derrière lui et le laissa là, seul dans la voiture, durant plusieurs heures. Domingo se sentait extrêmement mal pour le jeune homme et décida de lui apporter de l'eau ainsi que de la nourriture. Il tenta par tous les moyens de communiquer avec lui, mais à son grand désespoir, le jeune homme parlait anglais, il ne parlait pas un mot d'espagnol, alors que Domingo, lui, parlait espagnol mais ne parlait pas un mot d'anglais.
Domingo avait eu l'information par l'un des hommes de Séraphin que ce dernier s'était fait passer pour un policier pour attirer de force le jeune garçon dans leur voiture. En chemin, Marc aurait été capable de se détacher et de sortir du véhicule. Il se serait alors enfui en courant. Mais malheureusement pour lui, l'un des hommes de Séraphin avait été assez réactif pour sortir à son tour, le rattraper et l'attacher plus fermement à l'arrière du véhicule. Domingo ne reverra plus jamais le jeune garçon. Il fut immédiatement emmené au poste de police le plus proche, où une photo de Mark Kilroy lui fut présentée. Un officier lui demanda s'il s'agissait bien du garçon qu'il avait vu ce soir-là, et Domingo acquiesça. À ce moment-là, les policiers réalisèrent que Séraphin pouvait bien être derrière bien pire encore que du trafic de drogue. Il fut questionné durant de nombreuses heures, et même si au début il ne voulait rien laisser paraître, il finit par admettre avoir tué Mark Kilroy ce fameux soir du 12 mars 1989, et que Mark était bien loin d'être sa première victime. À ce moment-là, les policiers s'attendaient à tout comme explication, mais pourtant ne s'imaginaient à aucun moment ce qui allait suivre. Séraphin expliqua faire partie d'une secte religieuse menée d'une main de fer par un homme nommé Adolfo de Jesus Costanzo, ainsi qu'une femme, Sara Aldrete. Ces derniers auraient ordonné le sacrifice de plusieurs hommes au cours des derniers mois. Certains d'entre eux se trouvaient être de parfaits inconnus, tandis que d'autres étaient les membres de cartels de drogue ennemis. Je vais vous faire une courte présentation de ces deux nouveaux personnages. Adolfo était le fils d'un trafiquant de drogue et tueur, et d'une femme extrêmement religieuse qui croyait au pouvoir psychique et qui était persuadée que son fils était né avec des pouvoirs surpuissants, faisant de lui quelqu'un de supérieur aux autres. Aucune surprise donc à ce qu'Adolfo devienne plus tard tueur en série, trafiquant de drogue et leader de secte. Il fut capable de mêler les trois en travaillant avec des cartels de drogue et en leur offrant grâce à ses rituels une protection spirituelle contre la police mais aussi contre les gangs rivaux. C'est en 1987 que son chemin croisera celui de Sara Aldrete, une étudiante américaine âgée de 22 ans. À cette époque, elle fréquentait un trafiquant de drogue qui connaissait très bien Séraphin, qui lui connaissait bien Adolfo. Adolfo l'embauchera pour gérer la secte avec lui, en recrutant de nouvelles personnes et en l'aidant à enlever des innocents pour leur sacrifice. Ils trouveront ensuite un endroit où s'installer, le cabanon de la famille Hernandez, qui entre-temps avait rejoint la secte, et y installeront leur matériel de torture, un autel ainsi que d'autres objets religieux. Adolfo se faisait appeler le grand prêtre ou alors Godfather, soit le parrain, tandis que Sarah se faisait appeler grande prêtresse. Adolfo Costanzo serait apparemment celui ayant abattu Mark à coups de machette avant d'enterrer son corps. Il avait commencé sa secte des années auparavant en commençant par sacrifier des animaux, des poulets, des vaches, des cochons et j'en passe. Et il avait pris pour habitude de conserver une partie des os des animaux sacrifiés qu'il plaçait ensuite dans un espèce de chaudron et d'après lui ces ossements permettraient à son mouvement de grandir, de devenir plus fort, plus puissant et d'être protégé. Sauf qu'avec le temps, il se dit que sacrifier des animaux ne suffisait plus et que de sacrifier des êtres humains lui apporterait certainement encore plus de pouvoir. C'est alors à ce moment-là que la secte prit une tournure encore plus sombre. Les policiers demandèrent à Séraphin de les mener à l'endroit où le corps de Mark avait été enterré, et ce dernier les emmena jusqu'au cabanon se trouvant à côté de l'entrepôt. Il ouvrit la porte et immédiatement une odeur infâme de cadavre s'en échappa. L'odeur était telle que les policiers n'eurent d'autre choix que de placer des mouchoirs sur leur bouche pour être capables de respirer et de tenir le coup. Le sol était rempli d'objets tels que des pièces de monnaie, des câbles électriques, des couteaux, une machette ainsi qu'un large bidon d'huile utilisé apparemment pour brûler les restes humains des victimes. Il y avait de nombreuses effigies et éléments religieux provenant de plusieurs religions différentes, ainsi qu'un pot en fer qui, d'après leurs croyances, était l'élément le plus important de leur sacrifice. D'après eux, le pot était habité par un esprit qui serait leur guide durant leur cérémonie. Ce dernier était rempli de branches et de morceaux de bois, de pattes de poulet, de carapaces de tortues, de pièces de monnaie, mais aussi de sang et de restes humains tels que des cheveux provenant de leurs victimes, ou encore d'os, de morceaux de chair et même de cerveau. Séraphin pointa alors du doigt un tas de terre se trouvant au milieu du cabanon, et en s'en approchant, un policier remarqua qu'une petite corde en sortait. Ils tirèrent alors dessus et remarquèrent avec effroi que la corde était attachée à la moelle épinière de Mark, dans le but que lorsque le corps était entièrement décomposé et que quelqu'un tirait sur cette corde, seuls les os restaient accrochés. Séraphin se vit demander pour quelle raison il avait fait cela,
et expliqua que lui et ses hommes aimaient conserver les os de leurs victimes et les porter en collier. De cette façon donc, lorsqu'ils tiraient sur la corde, tous les os restaient accrochés autour, et ils pouvaient tout simplement l'attacher directement autour de leur cou. Le corps fut alors déterré et les policiers réalisèrent que les jambes de Mark avaient été amputées. Lorsque Séraphin se vit demander si cela faisait aussi partie de leur rituel, il expliqua que non, pas du tout, mais que cela aidait tout simplement lors de l'enterrement car ils avaient moins de morceaux à enterrer et devaient donc creuser un trou moins profond. Comme si cela ne suffisait pas, il y avait un trou énorme au milieu du crâne de Mark, laissant paraître son cerveau dont un morceau très important était manquant. Après une large fouille de la propriété avec l'aide de Séraphin, la police découvrit pas moins de 14 autres corps. Tous étaient des jeunes hommes, américains pour la plupart, et ayant été portés disparus au cours des 9 derniers mois. Même si la plupart d'entre eux seront identifiés grâce à leur fichier dentaire, 3 d'entre eux restent malheureusement à ce jour encore complètement inconnus. La plupart des victimes avaient été torturées de manière absolument atroce, laissant leur visage complètement défiguré et leur corps amputé à de nombreux endroits. La propriété entière sera fouillée suite à cela et ce seront pas moins de 110 grammes de cocaïne, 110 kilos de marijuana et 12 armes illégales supplémentaires à celles découvertes déjà pendant la fouille qui seront retrouvées. Les suspects seront donc immédiatement interpellés et envoyés directement derrière les barreaux en attente de leur procès. Les familles de toutes les victimes étaient absolument dévastées, incluant donc la famille de Mark qui n'avait à aucun moment perdu l'espoir de le retrouver un jour vivant. Le 13 avril 1989, un mémorial eut lieu dans le but de rendre un dernier hommage à Mark et ce seront pas moins de 1200 personnes qui répondront présentes. Les amis de Mark avec qui il était parti au Mexique étaient bien évidemment présents et ne cessaient de se reprocher ce qui était arrivé. C'était un moment très dur pour les proches de Mark et le Texas au complet était en deuil. La veille, le 12 avril 1989, les détenus avaient fait face à une marée de journalistes lors d'une conférence de presse. Les 4 hommes étaient présentés au public du haut d'un bâtiment, se tenant au balcon et répondant aux questions des journalistes qui se trouvaient plusieurs mètres plus bas. L'un des journalistes leur demanda comment étaient sélectionnés les membres de la secte. C'est alors qu'Elio, l'oncle de Séraphin, enleva son t-shirt pour présenter à la foule les nombreuses cicatrices qu'il avait un peu partout sur le corps. Il expliqua que ces marques laissées sur son corps avaient été réalisées à l'aide de lames brûlantes qu'avait utilisées Adolfo Constanzo, le cerveau de la secte, et que ces dernières signifiaient qu'il avait le devoir et la responsabilité de pratiquer des sacrifices humains pour le bien de la secte. Adolfo Constanzo était à ce moment-là bien évidemment recherché par toutes les polices du Mexique, mais n'ayant aucun indice sur l'endroit où il pouvait se cacher, le gouvernement eut une idée plutôt intelligente pour faire en sorte de le retrouver plus rapidement sans avoir besoin de retourner le pays au complet. Ils décidèrent de brûler et détruire le cabanon ainsi que tout ce qui l'entourait, sachant très bien à quel point cet endroit était symbolique pour Adolfo. Ils commencèrent par purifier les lieux en faisant appel à un curandero qui se trouve être un chaman. Car il faut savoir qu'au Mexique, la culture du mal, des ondes négatives et de tout ce qui est magie noire et rituel sont des choses prises très au sérieux et dont beaucoup de personnes se méfient énormément. Ils pensèrent donc que purifier les lieux pourrait aider à se débarrasser de toute onde négative et rétablirait un climat de paix sur le terrain. Suite à quoi, ils imprégnèrent la cabane de gasoline et brûlèrent le tout. Une fois réduits aux cendres, ils firent installer une croix symbolique à l'endroit exact où tous ces corps d'innocents avaient été torturés, tourmentés, brûlés et enterrés sans la moindre pitié. Quelques heures plus tard seulement, la nouvelle de la destruction du lieu de culte avait fait le tour de toutes les chaînes d'information et s'était rendue jusqu'à Adolfo lui-même. Ce dernier était dans une rage folle et prêt à tout pour obtenir sa vengeance, mais avant tout, il ne devait pas se faire prendre. Il se cacha un certain moment à Mexico City, alors qu'une véritable chasse à l'homme était lancée contre lui. Plusieurs de ses propriétés furent entièrement fouillées et il y fut découvert de nombreux objets religieux ainsi que de nombreux instruments de rituel. Certains de ses fidèles furent eux aussi retrouvés et arrêtés, mais même sous la pression, aucun d'entre eux ne donna le moindre indice sur l'endroit où se cachait Adolfo. Les policiers reçurent néanmoins la piste qu'Adolfo aurait été aperçu dans le quartier de Verónica Anzures par l'un des habitants du quartier, et c'est le 6 mai 1989 qu'ils décideront d'investiguer d'un peu plus près l'endroit. Dans un petit supermarché, un homme fut aperçu en train de payer ses courses avec des dollars américains, ce qui est quelque chose de très très rare dans le coin. Il avait en plus de cela l'air extrêmement suspicieux et ne cessait de regarder autour de lui pour s'assurer qu'il n'était pas suivi.
Par mesure de précaution, le policier décida de le suivre et il se rendit très vite compte que l'homme était effectivement en train d'acheter de la nourriture pour Adolfo, qui se cachait dans un immeuble non loin de là. Les policiers tentèrent une approche, mais Adolfo les repéra depuis la fenêtre du bâtiment et commença à leur tirer dessus. Sachant que sa fin était proche et ne voulant pas passer la fin de ses jours en prison, il ordonna à l'homme qui venait de lui apporter de la nourriture de le tuer, et ce dernier obéit. Sarah Aldrete fut-elle arrêtée peu de temps après et condamnée à 6 années derrière les barreaux en 1990 pour association de malfaiteurs. Lors d'un second procès, elle fut reconnue coupable de plusieurs autres meurtres et condamnée à 62 années supplémentaires de prison. En 2003 néanmoins, elle expliquera n'avoir jamais fait partie de la secte et n'avoir jamais été mêlée au meurtre de Mark, et se fit même passer pour une victime en affirmant s'être fait torturer pour avouer avoir fait partie effectivement de la secte et avoir contribué au meurtre de Mark, mais qu'elle n'avait jamais fait quoi que ce soit et avait avoué seulement sous la torture. Elle publiera quelques années plus tard une autobiographie dans laquelle elle parlera de la secte, mais affirmera ne jamais avoir été la partenaire d'Adolfo, mais plutôt sa victime, et il avait apparemment pour habitude de la retenir en otage et de la torturer. Néanmoins, toutes les personnes ayant été en contact avec Sarah et Adolfo, de près comme de loin, nièrent en bloc toutes ces affirmations et déclarèrent que Sarah était tout aussi influente qu'Adolfo au sein de la secte et tenait les rênes aussi bien qu'il le faisait. Malgré le fait que 3 membres de la secte ne furent jamais retrouvés, ceux qui furent arrêtés se virent tous écopés de la prison à vie. 2 mois après le mémorial en l'honneur de Mark, ses parents décidèrent de créer la fondation Mark Kilroy pour aider dans l'éducation concernant les drogues. Ils essayèrent tant bien que mal de supporter le rêve de leur fils de devenir médecin au travers de jeunes ayant la même ambition grâce à un programme d'aide. Le couple fait aussi très régulièrement des séminaires dans les collèges et lycées pour expliquer les dangers que le spring break peut représenter et demander à tous les adolescents d'être prudents et de toujours se déplacer en groupe lors de leur voyage à l'étranger. Pour le 20e anniversaire de la mort de Mark, ses parents retournèrent sur les lieux où 20 ans auparavant, une fouille monumentale avait été organisée dans l'espoir de le retrouver vivant, et ce, simplement dans le but de remercier les habitants de la région qui avaient à l'époque fait part d'une extrême générosité et d'une entraide incroyable. Il ne fut jamais réellement déterminé quelle était la religion que suivait la secte, mais beaucoup restent à ce jour persuadés qu'il s'agissait de satanisme. En entendant cette histoire, certains des médias décidèrent de la rendre encore plus perturbante, comme s'il y avait besoin de rajouter quoi que ce soit pour que ce soit plus perturbant. Je trouve que ça allait bien assez comme ça. Bref, ils décidèrent d'ajouter que, après avoir tué leurs victimes, le culte avait pour habitude de se vouer au cannibalisme, en se partageant une partie du corps de l'homme qu'ils venaient de tuer pour le manger. Ceci est faux, ou en tout cas, si c'est réel et c'est bien arrivé, aucun des membres de la secte n'a jamais fait mention de cela et aucune preuve de cela n'a jamais été découverte. Voilà donc qui conclut pour l'histoire de Mark Kilroy. Et j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ou redécouvrir cette affaire absolument ignoble avec moi. Et si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Je vous remercie encore de votre présence et sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!